C'est avec très grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui à cette conférence du 80e anniversaire du département de psychologie, par année par le Cérébrum. Donc, les professeurs titulaires Simona Brambati, Nadia Gosselin et Sarah Lippé vont nous parler de la santé du cerveau comme pilier du bien-être. Et cette conférence s'offre aussi en marge de la Journée internationale du sommeil et aussi de la semaine Cerveau en tête. Alors, je vous accueillir. Merci. Donc, je suis Nadia Gosselin, je suis la première à présenter, puis on voulait faire un petit contexte parce que la présentation d'aujourd'hui, elle a plusieurs mandats, mais le premier mandat, c'est un peu un mandat bonbon, dans le sens qu'on veut se faire plaisir. Les conférences du 80e, là, ça sert à faire rayonner le département, à montrer ce qu'on fait de beau. Donc, c'est ça qu'on va essayer de faire. Notre premier mandat aujourd'hui, de montrer ce qu'on fait de beau en neuropsychologie et en neurosciences cognitives. Donc, avec mes collègues, on va essayer de couvrir le continuum d'âge, donc des bébés jusqu'aux personnes âgées. Alors, j'ai été mandatée pour faire la première présentation. Donc, je suis une neuropsychologue formée dans le département. J'ai fait mon doctorat ici. Je suis aussi professeure au département aujourd'hui, puis directrice scientifique du Centre d'études avancées en médecine du sommeil à l'hôpital du Sacré-Cœur. Mon mandat, étant donné que c'est la journée, comme Michel l'a dit, c'est la journée internationale du sommeil. On en a une fois par année. On a entendu beaucoup parler du sommeil à cause du changement d'heure qui a eu lieu la semaine dernière. Mais aujourd'hui, c'est la journée du sommeil et le thème, c'est que le sommeil, c'est essentiel pour la santé. J'ajouterais que c'est essentiel, en fait, pour la santé et le bien-être psychologique, physiologique et social d'une personne. Puis, on en parle beaucoup du sommeil, surtout avec la pandémie. Ça a été dur, la pandémie, pour le sommeil. Puis, nos professeurs, nos collaborateurs ont beaucoup été dans les médias. Alors, j'espère que le son va fonctionner, mais j'ai une petite vidéo pour vous où on voit nos chercheurs présentés. Souffre de troubles du sommeil. On estime qu'il y a 25 de la population canadienne qui a des troubles du sommeil qui doivent être traités. C'est immense. C'est vraiment une personne sur quatre qui doivent être traités. Donc, c'est pas juste de pas bien dormir une fois de temps en temps. C'est d'avoir un trouble de sommeil qui devrait être traité. Éventuellement, un manque de sommeil peut mener à des infarctus et des AVC. Miguel, and she's here to talk about this a new study that looked into the sleeping patterns of infants. We found very high proportions of infants not sleeping through the night. L'apnée du sommeil. Donc, on sait qu'il y a un très grand pourcentage de la population qui fait de l'apnée du sommeil. Ce serait entre 20 et 50 de la population. C'est énorme, mais 80 d'entre eux ne sont pas au courant parce que c'est sournois. Donc, un petit aperçu de ce qu'on nous demande dans les médias. Puis, en fait, les personnes qui ont présenté, c'est d'abord Julie Carrier, qui est professeure au département. Ensuite, Alex Deshôtels, qui est un professeur qui enseigne avec moi le cours sur les troubles du sommeil au département. Il y a eu Marie-Hélène Pénestri, qui est une diplômée de psychologie de chez nous, puis moi-même à la fin. Donc, les troubles du sommeil, ça cause 9 des accidents de travail. Ça cause de l'absentéisme. Donc, on sait qu'il y a 2 fois plus d'absentéisme et beaucoup moins de productivité chez les personnes qui sont insomniaques. C'est beaucoup de personnes qui sont insomniaques, on le sait. 21 des accidents de la route, en fait, les problèmes de sommeil causent 8500 blessures par année sur la route. Puis, en tout, ça coûte 6,6 milliards en frais directs et indirects seulement pour l'insomnie, qui cause plein d'autres problèmes de santé. Puis, on parlait que la santé du cerveau, c'est important pour le bien-être. C'en est un exemple. Les conséquences des troubles du sommeil sont générales, donc à la fois pour la somnolence et les accidents, pour la santé mentale. On sait que lorsqu'on a de l'insomnie, on va avoir 7 fois plus de risque de développer une dépression par la suite. Et si on a une dépression et on a de l'insomnie, bien, c'est beaucoup plus dur de traiter la dépression si on ne traite pas l'insomnie. On sait maintenant que les troubles du sommeil sont des facteurs de risque de démence. En fait, il y a même un trouble, le trouble comportemental en sommeil paradoxal, qui est un problème de sommeil où on va agir nos rêves, qui survient chez les personnes plus âgées. C'est un prodrome, donc une maladie qui survient avant la maladie de Parkinson.
Comme Dr. Lesotel l'a dit, on est plus à risque d'AVC, de maladies cardiaques avec des troubles du sommeil, notamment à cause du fait que les troubles du sommeil vont augmenter l'hypertension. Ça augmente l'obésité. En fait, c'est pendant le sommeil qu'il y a la sécrétion des hormones, de la gréline, puis de la leptine, qui sont les hormones qui sont liées à la faim et la satiété. Donc, lorsqu'on manque de sommeil, même avec, par exemple, le changement d'heure, on va être plus tenté. Là, si vous avez eu du mal à vous contrôler, là, à peut-être manger des aliments moins bons pour la santé, dites-vous que c'est peut-être, je vois Simona qui fait comme elle fait comme un visage, là. Si vous avez été tenté par des aliments moins santé cette semaine, c'est peut-être parce que vous manquez de sommeil, parce qu'en fait, lorsqu'on manque de sommeil, même juste 1 ou 2 heures de sommeil, on va être plus tenté d'aller chercher des aliments plus caloriques, plus gras que lorsqu'on ne manque pas de sommeil. Donc, si vous voulez perdre du poids, ce n'est pas une bonne idée de couper sur vos heures de sommeil. On sait que les troubles du sommeil, entre autres le fait de travailler à des horaires atypiques, augmente les risques de cancer, c'est un facteur de risque reconnu. Et ça nuit aussi au système immunitaire lorsqu'on a des problèmes de sommeil. Par exemple, le fait de recevoir un vaccin, par exemple pour la COVID, alors qu'on a eu une mauvaise nuit de sommeil, rend le vaccin moins efficace. Donc, le CEAM, le Centre d'études avancées en médecine du sommeil, c'est d'abord une clinique de sommeil qui a une expertise reconnue pour diagnostiquer, traiter les troubles du sommeil. Donc, il y a des médecins, mais aussi des psychologues, une neuropsychologue qui vient de notre programme, qui travaille à la clinique du sommeil. On voit environ 2000 patients par année et ils viennent de partout. Donc, de partout au Québec, mais aussi ailleurs au Canada, aux États-Unis, parfois même de l'Europe, parce que notre clinique a vraiment une spécialité qui est reconnue mondialement. Puis, il y a 850 personnes qui viennent dormir au laboratoire chaque année. Donc, on vient les enregistrer avec des enregistrements polysomnographiques au laboratoire. Les troubles du sommeil, c'est très large. Vous en connaissez plusieurs, j'en nomme ici, mais on connaît bien l'insomnie, l'apnée du sommeil, le syndrome des jambes sans repos. On sait au Québec qu'on a le gène là, du syndrome de jambes sans repos, des impatiences musculaires, donc il y en a beaucoup. On parle de bruxisme, somnambulisme, narcolepsie, hypersomnolence, des cauchemars, des problèmes à s'ajuster au travail de nuit. Donc, il y a tout plein de problèmes de sommeil et on s'intéresse à tous ces problèmes-là. Donc, vous connaissez peut-être certains visages, entre autres Antonio Zadra, qui est professeur au département, qui fait partie de nos chercheurs. Le groupe de recherche, c'est 22 chercheurs, 50 employés, puis une soixantaine d'étudiants qui sont au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. On fait de la recherche qui touche le nourrisson jusqu'à la personne âgée. On a publié environ 1500 articles depuis nos débuts, donc jusqu'à ce jour. Et on a des collaborations, évidemment, avec plein d'autres universités partout dans le monde. Puis, on est responsable de la biobanque canadienne de la recherche pour le sommeil. Donc, elle est entre nos murs, cette biobanque-là, où on a 40 000 échantillons de personnes avec troubles du sommeil, donc pour faire des analyses, par exemple, génétiques ou protéomiques des troubles du sommeil. Je voulais au moins vous présenter une étude parce que c'est une conférence Cérébrum, puis on parle de science dans Cérébrum. C'est une étude faite par une étudiante qui fait partie de Cérébrum, en fait les deux étudiantes, et Anne-Sophie Deher-Rugama, qui est une étudiante de nos programmes. C'est une étude sur l'hypersomnie idiopathique. Qu'est-ce que c'est l'hypersomnie idiopathique? Bien, en fait, ce sont des personnes qui ont un grand besoin de dormir. Typiquement, elles vont dormir pendant plusieurs heures, donc 10, 12, 13 heures par nuit, mais ne se sentent pas reposées. Et pendant la journée, ces personnes-là vont avoir besoin de faire des siestes pour réussir à bien fonctionner. Donc, c'est vraiment invalidant. Là, ça gâche vraiment une vie sociale, ça rend le travail et les études beaucoup plus difficiles. Et on n'a pas de cause. Donc, on ne trouve pas de cause à ce problème-là. On a donc testé 112 personnes qui avaient une hypersomnie idiopathique, qui avaient en moyenne 34 ans, et principalement des femmes, là, près de 70% des femmes. C'est beaucoup plus fréquent chez les femmes que chez les hommes et on n'a aucune idée pourquoi. Donc, on a fait une entrevue semi-structurée, on a fait plein de questionnaires sur le sommeil, sur la santé mentale, on a fait une nuit de polysomnographie
Et dans la journée, on a fait un test itératif de latence dans l'endormissement, qui est un test où on va proposer 4 siestes dans la journée et on regarde est-ce que la personne va s'endormir, puis en combien de temps elle va s'endormir. C'est un test qui est nécessaire pour faire le diagnostic de l'hypersomnie idiopathique. Typiquement, les personnes vont s'endormir aux 4 siestes en bas de 8 minutes. Puis parfois, ça va leur prendre même 1 ou 2 minutes seulement pour s'endormir aux 4 siestes. Ces personnes-là, même s'ils font souvent des siestes, et souvent les siestes sont longues, mais elles ne sont pas récupératrices. Donc, contrairement aux autres personnes qui ont des troubles du sommeil, elles vont dire qu'à chaque fois qu'elles se réveillent, c'est vraiment extrêmement difficile. On va parler d'inertie de sommeil, puis elles ne sentent pas que leur sommeil a été récupérateur. Donc, on leur a demandé, est-ce que vos siestes généralement sont récupératrices ou pas? C'est vraiment un symptôme fort, ça. Et 61 de notre échantillon nous ont dit non. Mes siestes ne sont jamais récupératrices. Je ne peux pas m'empêcher d'en faire une, mais après, je me réveille et je suis pire presque avant de faire ma sieste. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'on est allé voir la qualité de leur sommeil. Lorsque ces personnes-là dorment, est-ce qu'elles ont un bon sommeil ou finalement, elles ont un sommeil très, très fragmenté qui expliquerait pourquoi elles ne se sentent jamais reposées. Puis en fait, surprenamment, ce qu'on a observé, c'est que les personnes qui disent avoir des siestes non récupératrices, en fait, elles ont un sommeil plus consolidé. Elles ont moins de sommeil de stade 1, elles ont moins d'éveil et elles ont moins de transition entre les stades de sommeil que les personnes qui disent qu'ils ont des siestes récupératrices. Alors, on se demande, est-ce que c'est parce qu'elles ont désolé l'anglicisme, mais une drive de sommeil tellement forte et une drive d'éveil tellement faible que ça expliquerait pourquoi elles ont un super bon sommeil. Elles ont un sommeil qui est, on pourrait dire, vraiment plus que parfait, mais alors qu'elles ne se sentent jamais reposées. Puis peut-être qu'elles représentent un sous-groupe de patients avec hypersomnie idiopathique. Donc, ça, c'est le genre d'études qu'on fait au Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Et je voulais terminer avec le message du CEAM pour aujourd'hui, pour la Journée internationale du sommeil. D'abord, arrêtons de valoriser le manque de sommeil. En ça, on le fait tout le temps, de dire « j'ai tellement travaillé, j'ai tellement étudié que j'ai juste dormi 3 heures ». Moi, parfois, je me fais dire ça par des collègues, puis je les regarde en disant, je t'applaudis pas. C'est pas une bonne chose. C'est important de dormir nos 7 à 9 heures, peu importe ce qui se passe. Alors, s'il vous plaît, on arrête de valoriser le manque de sommeil. Il faut prendre soin de notre sommeil. C'est essentiel pour notre bien-être. Si on veut une bonne santé mentale et une bonne santé physique, il faut dormir. Et dernier message positif, les troubles du sommeil se traitent. Donc, si vous avez des troubles du sommeil, allez consulter votre médecin parce qu'il y a des solutions. Voilà. Je viens de faire le changement, puis on s'est dit qu'on allait prendre 1, 2 ou 3 questions, là, selon la longueur des questions, entre les présentations s'il y en a. Mais il y aura une discussion générale à la fin. Donc, si vous avez tout de suite des réactions ou des questions pendant qu'on fait le transfert, oui? C'est vraiment intéressant cette différence entre les hommes et les femmes au niveau de l'hypersomnie idiopathique. Je me demandais dans les questionnaires quel je me demandais également si la vie sexuelle avait un rapport possible avec cette pathologie. Pour les questionnaires, on utilise vraiment une très grande batterie de questionnaires là, sur la dépression, l'anxiété, la fatigue. Puis vraiment, on n'a pas de différence entre les sexes de ce qu'on observe pour l'instant. Par rapport à la vie sexuelle, c'est vrai qu'on les questionne peu. Donc, il y a des troubles du sommeil, entre autres dans le spectre de l'hypersomnolence, qui vont parfois être associés à des comportements sexuels vraiment très prononcés, là, mais pas dans cette population-là. Donc, souvent, les médecins vont les questionner, mais il n'y a rien qui ressort par rapport à leurs habitudes ou leur comportement sexuel. Il y avait une question juste à côté, je vais la prendre. Oui, moi, en fait, ma question, c'était au sujet, c'est sur le même sujet, mais pourquoi, est-ce qu'il y a des hypothèses qui pourraient expliquer un petit peu pourquoi leur sommeil est plus consolidé, plus profond, peut-être même? On est vraiment impressionné de ce résultat-là. On le sait parce que cliniquement, les médecins vont dire « Ah, ça, c'est un patient avec hypersomnie idiopathique typique, là, qui dort là,
Il y a du sommeil profond, il y a une efficacité de sommeil incroyable. Puis, au début, ça, c'est les patients typiques. Il y a des patients qui disent moins typiques où ils ne vont pas avoir ce sommeil plus que parfait, là. On n'a aucune idée comment ils font pour avoir un sommeil aussi parfait. Donc, on a besoin de grandes bases de données pour réussir à comprendre. Puis, en fait, jusqu'à maintenant, on a l'impression que tous les patients qui ont des plaintes d'hypersomnolence ont été mis ensemble, mais qu'il y a probablement des sous-types. Puis, il va falloir faire probablement du cluster analysis. Donc, pour réussir à départager ces patients-là, puis peut-être aller voir des marqueurs, entre autres avec notre biobanque, des marqueurs sanguins pour essayer de comprendre. Est-ce qu'ils ont des atteintes, par exemple, au niveau inflammatoire, immunitaire? On sait que certains marqueurs immunitaires qui sont associés à une durée plus grande de sommeil, plus de sommeil profond dans les hypothèses qu'on va aller tester. Je vais peut-être arrêter là, puis on prendra les autres questions après. Alors, on va passer à une extrémité du spectre de l'âge avec les tout petits. Sarah Lippé qui va nous présenter une conférence en lien avec le neurodéveloppement. Donc, j'allais te demander, Nadia, est-ce qu'on connaît leur histoire? Est-ce que quand ils étaient bébés, c'était des hyper-dormeurs ou dormeuses aussi? Ce serait intéressant de le savoir. Oui. Oui, je suis Sarah Lippé, puis je suis neuropsychologue aussi. J'ai donc oublié de l'inscrire. J'ai encore une activité clinique même en cours. Alors, et puis, je suis directrice du programme Marie. J'imagine qu'il y a plusieurs étudiants qui sont dans ce programme. Donc, je me suis donné comme mandat aujourd'hui, avec une présentation éclair, seulement 10 minutes, de donner un petit peu un overview de ce qui se fait actuellement, surtout dans mon laboratoire, là, je dois l'avouer. Puis essayer de mettre les études du neurodéveloppement un petit peu dans son contexte actuel. Donc, d'abord, je voulais mentionner qu'évidemment, tous ces projets-là ne se font pas sans des étudiants extraordinaires, puis du personnel extraordinaire, passionnés et dédiés à leur thèse. Et je regarde une étudiante de mon laboratoire en plein dans les yeux pendant que je dis ça. Donc, effectivement, les travaux que je vous présente aujourd'hui sont vraiment le résultat de quelques thèses là, du laboratoire. C'est aussi le fruit de support par des organismes subventionnaires, puis aussi des collaborateurs très généreux de leur temps puis de leurs compétences, et puis également multidisciplinaires. Là. Donc, ça, c'est quelque chose, je pense, qui va peut-être revenir à la fin de notre présentation aujourd'hui, qu'on pourra discuter davantage. Donc, la prévalence des troubles neurodéveloppementaux, elle est très grande. Donc, c'est 8,5 aux États-Unis. Au Canada, c'est à peu près la même chose. Les proportions sont semblables, mais dépendamment de ce qu'on inclut dans les troubles neurodéveloppementaux, ça peut aller même jusqu'à 14 de la population. Puis, je dis de la population parce que c'est pas seulement la population pédiatrique. Oui, quand on fait les statistiques, ici, c'est la population pédiatrique, mais comme c'est des conditions qui perdurent dans le temps, qui sont chroniques, bien, en fait, c'est la population générale. Donc, ça ne veut pas dire c'est chronique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas les symptômes qui vont s'améliorer, mais il y a des éléments qui vont rester tout au cours de la vie. Et à ce jour, le grand drame, c'est qu'on n'a pas nécessairement de traitement, en fait. Donc, on a des traitements pour certains symptômes, mais jusqu'à ce jour, on ne peut pas dire, OK, on a un bébé qui a un trouble neurodéveloppemental, une mutation génétique X ou Y, et puis voici le traitement qu'on va lui donner. On n'a pas cette option-là. Donc, dans tout le corps, là, vous pouvez imaginer toutes sortes de pathologies qui sont même néonatales ou congénitales. Puis, dans plusieurs cas, il y a quand même des options de traitement. Dans le cas des troubles neurodéveloppementaux, il n'y en a pas vraiment, sauf traiter les symptômes. Donc, c'est le grand drame. La raison pour laquelle il n'y en a pas encore, c'est probablement parce que les causes, elles sont multiples. Elles surviennent aussi en cascade, puis ça, c'est un élément très important à comprendre puis à considérer quand on fait les études sur le neurodéveloppement. C'est souvent plusieurs facteurs de risque qui vont mener à un trouble neurodéveloppemental, qui vont faire en sorte qu'il sera maintenu. Ou à l'inverse, on pourra agir sur certains facteurs de risque et donc diminuer la sévérité de l'outcome, du pronostic. Et puis, toutes ces causes-là peuvent interagir entre elles. Donc, parmi les causes, il y a évidemment les causes génétiques.
Les causes épigénétiques, donc pendant que le bébé est dans le ventre de la mère, tout ce qui peut se passer à ce moment-là, incluant la consommation d'alcool, des drogues, des contaminants, du stress, la dépression, peuvent avoir un effet sur le neurodéveloppement. La naissance, qu'elle soit prématurée ou avec des incidents au niveau vraiment de l'accouchement, puis les aspects psychosociaux de la famille, de son environnement proche. Donc, les études en neurodéveloppement s'inscrivent de plus en plus, je dirais, surtout depuis les années 80, dans une mentalité qui a vraiment des éléments qui s'inscrivent extrêmement tôt dans le développement, puis tôt, c'est même au niveau de la conception. Donc, cet esprit-là a surtout été poussé par David Barker et ses collègues dans les années 80, surtout en lien avec la santé physique, en fait, des adultes. Donc, il a mis en relation des éléments de la nutrition pendant la grossesse de la mère, puis certaines pathologies cardiaques chez l'adulte. Et ça, ces études-là ont vraiment donné l'envol à tout ce qu'on appelle maintenant l'épigénétique, où vraiment toutes ces études-là, dont je viens de mentionner certains facteurs de risque, s'inscrivent. Donc, le fait qu'on sait que l'alcool, les drogues, les contaminants, la malnutrition, le stress et la dépression, par certains mécanismes, vont modifier certaines expressions de certains gènes sans changer l'ADN comme tel, mais quand même l'expression de certains gènes. Donc, il y a plusieurs études qui ont mis en relation les facteurs épigénétiques avec le comportement émotionnel et puis le développement cognitif de l'enfant, notamment donc la dépression maternelle avec le développement de l'enfant. Et nous, on s'est demandé si ces éléments-là épigénétiques ne pouvaient pas aussi avoir un lien à des événements plutôt de nature neurologique au cours du développement. Donc, pendant ma thèse et mon postdoctorat, j'ai surtout travaillé sur l'épilepsie. Et donc, j'étais intriguée de voir si les facteurs prénataux pouvaient avoir aussi une contribution au niveau de la manifestation de l'épilepsie ou du moins des convulsions. Donc, on sait qu'il y a à peu près 5 des enfants entre 0 et 5 ans qui vont faire une convulsion fébrile, donc une convulsion qui est due à la fièvre. Ça ne veut pas dire que cet enfant-là sera épileptique, mais il va présenter donc une convulsion après la naissance. Et dans une étude de cohorte, on a regardé le stress maternel pendant le 2e trimestre de grossesse en particulier, parce que c'est là où les données montrent que les mécanismes sont les plus malheureusement efficaces. Et on s'est rendu compte que le stress maternel n'allait pas faire en sorte qu'un enfant allait faire une convulsion, bien sûr, on se rassure, mais chez un enfant qui allait faire une convulsion, l'âge de la convulsion survenait de manière plus précoce. Alors, c'est quand même quelque chose de très éloquent, dans le sens où une convulsion, elle arrive, on la voit, elle est évidente et on sait qu'elle est de nature neurologique. On n'est même pas dans des échelles d'évaluation subjective du comportement de l'enfant. Donc, depuis plusieurs années, on s'intéresse aux convulsions, puis on a donc évalué ces enfants qui ont fait des convulsions-là, donc ceux de la cohorte, mais aussi plusieurs autres. On a regardé leur réactivité au stress. Ils ont effectivement une réactivité au stress qui est anormale. Ils ont aussi un développement cognitif qui n'est pas tout à fait optimal. On ne peut pas dire qu'il est anormal, mais il y a quand même une différence de 5 à 10 points sur les échelles standards. Et moi, j'étais particulièrement intéressée aux mécanismes derrière ça. Donc, on a collaboré avec des gens qui évaluent l'expression génétique au niveau du placenta, qui est vraiment la barrière entre la mère et le bébé. Puis, on s'est rendu compte que chez les enfants qui faisaient une convulsion fébrile, il y avait des modifications au niveau de l'expression des gènes du système des glucocorticoïdes. Donc, ça, on n'est pas tellement surpris, mais aussi de la sérotonine. La sérotonine, c'est un système de neurotransmetteurs qui est très important pour le développement cérébral, puis à certains égards, qui est impliqué aussi dans les phénomènes de dépression chez la mère, mais dans la population générale aussi. Donc, on fait ce type d'études où vraiment on prend le neurodéveloppement très tôt dans la vie en étudiant plusieurs facteurs de risque. Et on veut aussi suivre ces enfants-là d'une manière la plus objective possible. Donc, je m'intéresse surtout à l'électroencéphalographie comme méthode d'investigation.
parce que c'est objectif, parce qu'on peut installer des filets d'électrodes sur les bébés. Là, ici, ce n'est pas ma fille à moi, c'est la fille à Anne, que je présente fièrement parce qu'elle est tellement cute. Donc, on peut décortiquer le signal de toutes sortes de façons. Et pendant les dernières années, on a fait plusieurs publications pour comprendre comment le signal électrocéphalographique répond finalement à la maturation cérébrale, donc à quel point il est sensible à la maturation cérébrale. Et on s'est rendu compte qu'il est très sensible à la maturation cérébrale. En fait, lorsqu'on regarde toutes les métriques que j'ai seulement présentées de manière graphique dans la diapositive précédente, il y a toujours un effet développemental qu'on retrouve. Puis quand on regarde ici en particulier le couplage entre l'activité θ et gamma, la force de cette relation-là, donc la prédiction de l'âge sur cette relation-là, elle est très forte jusqu'à 20 ans, comme on le voit ici. Ensuite, il y a une période de latence jusqu'à 40 ans à peu près. Puis quand on vieillit, il y a aussi un fort impact de facteur âge sur le signal électroencéphalographique. Donc, c'est une méthode de choix. Ensuite, il y a aussi la possibilité, avec le G, avec d'autres méthodes d'imagerie aussi, mais avec le G notamment, de regarder certains protocoles qui, on sait, peuvent être prédicteurs du neurodéveloppement. Donc, dans les années 90, il y a eu plusieurs études sur l'habituation et la réponse à la nouveauté. Ces études-là étaient faites au plan comportemental avec l'orientation du regard, le temps de latence de regard sur certains objets qui étaient présentés. Et on s'est rendu compte dans les années 90, il y avait quelques indices dans les publications qui montraient qu'il y avait un facteur prédicteur du QI des enfants. Donc, on a adapté ces tâches-là à l'électroencéphalographie. Donc, on sait qu'en répétant la même information, quelquefois, l'activité cérébrale diminue avec la répétition de la même information. Puis, lorsqu'il y a un déviant, la réponse cérébrale revient. On a fait plusieurs publications. Donc, c'est la thèse de Gabriela Lopez et de Florence de Geer qui ont montré que cette réponse-là d'habituation et de réponse au déviant se modifie avec l'âge. Donc, il y a vraiment quelque chose au plan neurodéveloppemental, même avec ce type d'activité qui est, on va se dire, très simple. Et que cette courbe-là d'habituation, elle est aussi prédictrice du comportement adaptatif jusqu'à 4 ans lorsqu'on le mesure activement. Maintenant, une fois qu'on sait que tout ça est pertinent pour l'étude du neurodéveloppement et pour le développement cognitif, on s'est attardé à des syndromes génétiques qui sont particulièrement sévères pour voir si ces marqueurs-là ont des signatures particulières dans ces syndromes-là. Notamment pour comprendre le côté gauche de la courbe, donc avec des déficiences intellectuelles parfois modérées à sévères selon les syndromes, ou alors des troubles d'apprentissage, avec évidemment une forte prévalence de l'autisme, environ 30%, puis du TDAH, environ 70%. À noter qu'on s'intéresse aussi à la nuance dans le laboratoire, mais je n'en parlerai pas spécifiquement ici. Donc, chacun de ces syndromes-là ont une signature d'altération moléculaire qui est assez spécifique, en fait, qui est surtout connue. Donc, voici mon diagramme qui est extrêmement compliqué, mais c'est pour montrer que ces syndromes-là ont des altérations au niveau de l'expression de certaines protéines qui vont altérer des voies moléculaires spécifiques. Puis l'idée, donc, c'était de voir est-ce que nos syndromes peuvent mener à des phénotypes électrophysiologiques, donc en EEG, qui sont spécifiques. Auquel cas, si on trouve un médicament ou une molécule qui peut venir régulariser la voie moléculaire, est-ce qu'on peut venir faire un rescue du phénotype électrophysiologique et éventuellement du comportement? Donc, dans nos différents syndromes, on a vu en fait que la réponse à l'habituation, elle est différente selon le syndrome. Et donc, juste pour faire un petit zoom sur le syndrome extragile, on voit que les amplitudes à la première répétition sont très, très grandes, mais il y a quand même une habituation qui se fait, alors que, par exemple, pour la mutation SYNGAP, il n'y a ni beaucoup d'amplitude, ni beaucoup d'habituation qui se fait. Donc, vraiment une signature électrophysiologique particulière. Un autre petit point que je voudrais amener ici, c'est que j'ai beaucoup parlé de l'évaluation très précoce du neurodéveloppement, mais dans certains cas, on se rend compte aussi que nos outils sont pertinents pour le suivi longitudinal des personnes parce que
tôt dans le développement, nos mesures ne sont pas toujours complètement discriminantes. Et ça, c'est le cas dans des cas où le phénotype est moins sévère. Donc, dans les cas des variations de copie, par exemple, qui donnent souvent des troubles psychiatriques de l'autisme, du TDAH, des troubles d'apprentissage, on se rend compte que lorsqu'on mesure la connectivité cérébrale, il y a un décrochage de la connectivité, mais qui est plus prononcé quand on avance en âge. Donc, dans ce cas précis-là, si on les mesure à 1 an, on ne verra pas nécessairement la différence. Alors, il y a certaines mutations qui vont peut-être pas être complètement, va faire chambouler complètement le neurodéveloppement dès le premier jour, mais vont s'exprimer avec le temps. Une dernière petite diapositive sur l'électrophysiologie chez l'humain. Il y a les voies moléculaires qui sont intéressantes pour des avenues thérapeutiques. Il y a aussi les comportements qui sont importants pour des avenues thérapeutiques chez des populations qui sont peut-être non-verbales ou qui ont des phénotypes d'autisme sévères. Donc, on a regardé dans une population d'autisme idiopathique, donc sans mutations génétiques identifiées, mais aussi dans nos populations de syndrome génétique qui montrent de l'autisme, on se rend compte que, par exemple, ils ont plus d'activité gamma que les autres. Donc, un autre marqueur électrophysiologique qui, cette fois-ci, est pertinent pour le phénotype comportemental, donc les traits autistiques. L'autre intérêt de faire l'électrophysiologie, c'est qu'on peut aussi faire de l'électrophysiologie dans les modèles animaux. Alors, je suis très succincte, mais c'est seulement pour dire qu'il y a cet intérêt-là aussi. Donc, on fait des études qui sont à la fois chez l'humain et dans le modèle animal chez la souris. Et on peut aller chercher les mêmes signatures électrophysiologiques dans les deux, ce qui nous permet d'aller beaucoup plus vite dans la tentative de thérapie. Et donc, comme vous en doutez, je m'occupe, je livre de plusieurs essais cliniques dans des populations de troubles du neurodéveloppement et de l'autisme. Donc, par exemple, l'utilisation de la metformine dans le X-fragile. Donc, c'est des essais cliniques qui sont internationaux parce que souvent, ce type de pathologie est relativement rare. Un agoniste du GABA-B dans l'autisme. Il y a aussi une autre voie moléculaire, les MEK inhibitors dans la neurofibromatose. Puis, on s'intéresse aussi à l'utilité de l'EEG dans des essais cliniques qui ne sont pas pharmacologiques, comme par exemple le peau à peau chez les enfants prématurés, etc. On pourra en reparler plus. Donc, encore une fois, je remercie tous les étudiants qui font le travail derrière ce qui est présenté. Puis, donc, c'est très succinct, mais ça donne un aperçu. On peut prendre une ou deux questions le temps qu'on change la présentation. Une question. Dans le traitement, non, mais il y a quelques équipes qui essaient de le faire. Mais c'est pas simple. Dans le phénotypage, oui. Donc, dans le phénotypage, on a regardé avec un collègue à Sherbrooke, Jean-François Lepage, donc la TMS, les marqueurs TMS d'excitabilité avec la spectroscopie aussi, dans la NF1, puis dans le syndrome extragile. Puis dans les deux cas, on a vu une diminution des marqueurs du GABAergique des systèmes GABAergiques en spectroscopie, puis une augmentation de l'excitabilité corticale. Donc, en termes de marqueurs, oui, en termes de traitement, pas encore, mais je pense que je suis rendue, j'ai encore envoyé une course aujourd'hui pour acheter une TMS sur Sainte-Justine pour aller dans cette voie-là. Encore une chose. Bonjour, merci beaucoup. Merci Nadia parce que j'ai acheté une quantité de brownies pour subventionner le bal des finissants à la cafétéria dans les dernières 2 semaines. Je pensais d'être devenue extrêmement généreuse envers la communauté étudiante, mais tu me rassures que je devais seulement aller dormir quelques heures. Donc, voilà. Alors, aujourd'hui, c'est l'exercice d'essayer en 10 minutes de faire un portrait
extrait des réalisations dans le laboratoire Lingua, qui c'est le laboratoire que je dirige à l'Institut de gériatrie de Montréal. En fait, avec les mathématiques, c'est le vieillissement, les maladies reliées au vieillissement, mais à un niveau cognitif, ben, je m'intéresse au langage. Ma programmation de recherche s'inscrit dans les neurosciences du langage. Pourquoi le langage? Ben, c'est essentiel pour les relations sociales, les échanges. Quand on a un trouble de langage, c'est très important sur la qualité de vie, sur des personnes qui ont perdu cette capacité. C'est un thème central dans les neurosciences cognitives, mais c'est un thème qui est à l'interface de plusieurs disciplines à un niveau fondamental, social, clinique. Donc, une approche intersectorielle, interdisciplinaire est souvent la meilleure façon pour adresser les questions de recherche dans ce domaine. Aujourd'hui, je ne vais pas vous faire un cours théorique sur toutes les maladies associées au trouble de langage et au vieillissement, mais je veux juste que vous reteniez un concept pour bien suivre la présentation. On sait qu'il y a des patients qui ont des maladies neurodégénératives qui débutent avec des troubles de mémoire et d'habitude, ils reçoivent un diagnostic des maladies d'Alzheimer. Ici, ce que je vous présente, c'est qu'il y a aussi des personnes qui ont maladies neurodégénératives. Ils n'ont pas de troubles de mémoire au tout début de leur maladie. Ce n'est pas le problème prédominant, le trouble de mémoire, mais c'est le trouble de langage qui se présente en premier. Et on appelle ça les aphasies primaires progressives. Donc, aphasie, vous l'avez étudié, c'est un trouble acquis du langage associé et progressif parce que c'est associé aux maladies neurodégénératives. Il y a plusieurs types d'aphasie primaire progressive, mais encore une fois, aujourd'hui, on parle juste d'une variante que je vais appeler pendant toute la présentation la variante sémantique. En fait, les patients avec cette maladie ont une détérioration progressive de la mémoire sémantique, c'est-à-dire qu'ils perdent les connaissances du monde à l'extérieur. Et donc, en fait, comme vous pouvez imaginer, les symptômes principaux sont un manque de compréhension des mots. Si je dis à un patient avec cette variante sémantique, donne-moi la fourchette, il pourrait me répondre, c'est quoi une fourchette? Et des troubles de dénomination. Quand on dit ça, c'est très, très clair. Donc, Alzheimer, problème de mémoire, variante sémantique, problème de dénomination et compréhension, tout est clair. Mais la réalité clinique, des fois, est beaucoup plus complexe que ça. Ça, c'est le travail de mon ex-étudiant Maxime Montalvo. En fait, on voit ici que les variantes sémantiques, ils ont un niveau de performance dans les tests de dénomination qui est beaucoup plus bas que les contrôles. Mais si on va tester un patient avec la maladie d'Alzheimer, on trouve que ce n'est pas au même niveau d'une variante sémantique, mais lui, quand même aussi, il montre une performance qui n'est pas équivalente à la performance d'un contrôle. Le travail de Maxime, c'était un peu d'essayer de comprendre si la nature cognitive et neuroanatomique des problèmes dans ces deux maladies était la même. Il a essayé déjà de faire des tests de dénomination au lieu d'utiliser des items de la vie quotidienne, des objets communs, d'essayer avec des items uniques comme les personnes célèbres, les logos, les places célèbres. C'est des items uniques parce qu'ils ont une association unique entre le nom et la présentation visuelle. Et ils ont vu qu'en réalité, la maladie d'Alzheimer et la variante sémantique, ils avaient un peu le même profil. Ce que vous voyez ici, c'est que pour tous les deux, en fait, la dénomination des personnes célèbres était la chose la plus difficile. Donc, ils avaient encore une fois à des niveaux différents, beaucoup plus sévères pour la variante sémantique, mais ils avaient un profil similaire. La vraie différenciation entre les deux, on l'a eu quand il a essayé de poser des questions par rapport aux items que les patients ne pouvaient pas nommer. Donc, en fait, au lieu de juste dire « nomme cette personne », il posait des questions genre « quelle est sa profession, dans quel domaine il travaille, etc. » Et c'est là qu'il y a eu une vraie dissociation des patrons, où on a dans un cas la maladie d'Alzheimer qui n'arrive pas à nommer, mais il connaît les personnes. Et d'un autre côté, on a la variante sémantique qui a des problèmes à nommer, mais aussi à répondre à des questions spécifiques. Donc, c'est là qu'on a dit, la nature des déficits de dénomination à niveau cognitif est différente.
probablement la maladie d'Alzheimer, le problème est qu'il connaît les objets, les choses autour, mais il n'arrive pas à produire le bon mot. Tandis qu'avec la variante sémantique, ils n'arrivent pas à nommer parce qu'ils ne savent pas c'est quoi l'objet. Et en fait aussi, d'un point de vue anatomique, on a eu une confirmation de ça. En fait, dans la maladie d'Alzheimer, la performance en dénomination corrélée avec l'atrophie dans des régions temporaux-pariétales qui sont des régions plus associées à l'accès lexical, tandis que dans la variante sémantique, c'était plus associé à l'atrophie dans les régions temporales antérieures. Et encore plus que ça, on a fait une étude en resting state, fMRI. On mettait des régions d'intérêt dans les régions temporales antérieures, donc sémantiques, et des régions postérieures, donc plus d'accès lexical. Et ce qu'on voyait, c'est que la variante sémantique avait une déconnexion dans le réseau fonctionnel qui était ancré aux régions sémantiques, tandis que la maladie d'Alzheimer, il avait une déconnexion dans le réseau sémantique qui était ancré aux régions lexicales. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette déconnexion corrélait avec la performance en dénomination. Donc, deux études différentes, deux méthodes complètement différentes, mais ils arrivaient à la même conclusion que la nature anatomique et cognitive des déficits très similaires dans ces deux populations était différente. Et en fait, ce qu'on a vu, cette dissociation est en ligne avec les modèles des dénominations qu'on a obtenus avec des sujets en santé, qu'il postule qu'en fait, les habilités des dénominations chez les personnes en santé reposent sur deux voies, un peu comme le système visuel, qu'on a la voie de what and where. Avec la dénomination, on a un peu la même idée, avec un réseau qui est plus dorsal, qui va vraiment chercher l'aspect phonologique et la transformation des sons et du discours. Et on a une voie plus ventrale, qui c'est la voie ici, qui permet d'accéder au sens des mots. On s'est demandé alors, mais est-ce que, là on est à niveau des traitements des mots isolés, est-ce qu'on peut essayer d'avoir un petit peu le sens des problèmes que ces populations ont avec le discours? En clinique, nous, on évalue le discours avec la description d'image. On montre une image à des participants et on demande de décrire tout ce qui est représenté sur l'image en utilisant des phrases. Pourquoi on a voulu passer du traitement des mots isolés au discours? C'est déjà grâce à Joémie, étudiant au laboratoire, on avait vu que dans la phase post-stroke, post-AVC, il y avait un lien entre la performance en dénomination et le discours. C'est clair, même nous, quand on y pense, si quelqu'un n'arrive pas à prononcer les bons mots au bon moment dans son discours, et son discours, ça peut être plus lent, plus hésitant, avec plus de pauses, peut-être avec des phrases un petit peu plus courtes. Donc, il y a un lien entre le traitement des mots isolés et le discours. Mais ce qui m'a intrigué encore plus, c'est que le développement du Natural Language Processing, de l'intelligence artificielle, etc., donnait pour la première fois dans les dernières années des outils pour analyser le discours de façon plus efficace. Ça veut dire qu'il y a 15 ans, en clinique, on faisait une tâche de description d'image. On écrivait chaque mot que le patient disait. On comptait combien de mots le patient disait. On faisait des ratios et on faisait comme ça. Mais ça prenait énormément de temps et donc les cliniciens utilisaient plus ce test-là. Tandis qu'aujourd'hui, on peut mettre un audio file dans un algorithme qu'il peut le transcrire plus ou moins automatiquement et qu'il peut extraire plus ou moins automatiquement le nombre des mots, des noms, etc., la structure grammaticale. Et donc, il est capable, avec un processus beaucoup plus simple, de sortir une panoplie de variables intéressantes pour caractériser le discours dans un temps qui est plus raisonnable.
Et en fait, j'ai lancé ce défi à Antoine Legers qui a travaillé dans mon laboratoire. J'ai dit, OK, essayons de prendre ces instruments de l'intelligence artificielle pour répondre à une question clinique. En fait, toutes les études qu'on avait trouvées, ils essayaient de différencier les patients des contrôles et ils arrivaient assez bien. Mais quand on demande à une clinicienne, « Ah, mais je suis en train de tester quelque chose que si je donne le discours, il est capable de me dire c'est ça, c'est un patient avec démence ou pas », le clinicien, il dit « Mais moi aussi, si quelqu'un rentre dans mon bureau, je peux comprendre assez facilement si quelqu'un a un problème ou pas. Peut-être pas dans les détails, mais je peux vous dire c'est qui. Ce qui m'intéresse, il me disait, c'est que si avec cette information-là, par exemple, tu peux me prédire la pathologie. Si les personnes ont de l'amyloïde dans le cerveau, parce que moi, pour découvrir ça, je dois envoyer le patient à faire un scan, à faire des procédures très invasives. Donc, c'est plus intéressant pour moi s'il arrive un patient qui ne parle pas bien, par exemple, de deviner quelle est sa pathologie. Alors, on a pris le défi clinique et en fait, on a essayé avec 117 patients. Ils étaient tous avec un diagnostic de démence avec une aphasie progressive primaire. Donc, pas de contrôle, juste des patients. Et on avait les données qui nous disaient si les personnes avaient de l'amyloïde dans le cerveau ou pas. L'amyloïde, c'est la protéine qu'on retrouve dans la maladie d'Alzheimer. Et on disait, ben, on va voir si juste avec l'analyse des 2 minutes de langage, mon système est capable de deviner qui a l'amyloïde dans le cerveau ou pas. Donc, on a fait faire la tâche, on a extrait toutes les variables, on a fait notre prédiction. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'effectivement, on a arrivé avec une exactitude de 77% à deviner qui avait de l'amyloïde dans le cerveau vers qui l'avait pas. C'est pas le 100% on s'entend, c'est 77%. Il y a encore du travail à faire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à 78% de prédictions avec une évaluation cognitive complète plus la résonance magnétique. Tandis qu'ici, je l'ai fait juste avec 2 minutes de speech. Donc, ça, bien sûr, on était très contents. Mais ce qu'on a découvert, c'est que qui avait l'amyloïde, il avait plus de difficultés à niveau lexical, sémantique, il utilisait des mots plus fréquents, il avait des phrases un petit peu moins complexes à niveau syntactique. Et ce qui aujourd'hui me fait vraiment, il m'intéresse beaucoup, c'est qu'on a retrouvé en faisant une analyse des troubles cognitifs légers. Donc, des patients qui n'ont pas encore une démence, mais juste des troubles cognitifs légers. Et il y en a dans un groupe, il y a des patients qui ont ce profil-là, et d'habitude, sont ceux qui ont un profil de cognitif plus sévère, et probablement ceux qui vont développer une maladie d'Alzheimer. C'est encore une étude en cours, mais Sophie Pellerin, il s'occupe de ça. Et écoutez, je pense que je ferai déjà trop de votre temps, mais je voulais juste vous dire que ce que je trouve intéressant dans les neurosciences du langage, dans le vieillissement, c'est vraiment d'essayer de comprendre des problèmes complexes en utilisant des perspectives différentes, des approches, des disciplines différentes, des points de vue différents. Parce que quand on approche des problèmes si complexes, cette approche-là, je trouve qu'elle est un des meilleurs pour trouver des réponses qui peuvent nous faire avancer. Donc, de rester dans notre petit coin, ça ne sert pas à grand-chose. Les collaborations sont vraiment la chose qui peut vraiment faire avancer la science. Et je pense que comme étudiant, de plus en plus, vous revenez sur le campus. Je pense que vous aussi, vous commencez à comprendre que les interactions entre vous, c'est ce qui fait avancer vos projets beaucoup plus que les Zooms tout seul de la maison. On a plusieurs professeurs au département qui travaillent à l'Institut de gériatrie, qui travaillent en vieillissement. C'est pas juste moi. On a Sylvie Belleville, Benjamin Boller, Sven Joubert. Donc, c'est un secteur qui est très représenté au département. Donc, si jamais vous avez des questions ou des questionnements sur cette thématique, n'hésitez pas à nous contacter. Et un dernier mot pour remercier tous les organismes subventionnels, bien sûr, et surtout les étudiants, que c'est eux qui font la recherche pendant que moi, j'achète des brownies à la cafétéria. Merci beaucoup.